L'heure est au basculement géopolitique dans le Liptako-Gourba, alors que la Confédération des États du Sahel, le Burkina Faso, le Niger et le Mali resserrent les rangs autour de son partenaire russe. Une guerre de l'ombre semble s'être installée sur le terrain diplomatique. Moscou sort l'artillerie lourde et accuse ouvertement l'Occident et Kiev seraient les architectes d'une déstabilisation massive contre la Confédération, entre soupçons de soutien aux groupes armés terroristes et sabotage économique. La Russie réaffirme sa volonté de faire du Sahel un bastion de souveraineté, loin des tutelles financières traditionnelles. Le Sahel est-il devenu le nouveau théâtre de la confrontation entre l'Est et l'Ouest? Voilà la question que nous tenterons, à laquelle nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse dans quelques instants. Et puis, le sujet principal de ce soir nous conduit du côté du Burkina Faso, où la souveraineté ne se négocie pas, mais la fermeté africaine, elle, se cultive. Face au capitaine Ibrahim Traoré, le ministre nigérian des Affaires étrangères a dû s'expliquer suite à l'intrusion d'un aéronef militaire sur le territoire burkinabé. Au-delà des excuses pour les irrégularités de vol, Abuja a tenu à laver l'honneur des forces burkinabé, fustigeant notamment les commentaires insalubres de certains politiciens nigérians. Un tête-à-tête de haute importance qui a finalement accouché d'une volonté commune, celle de s'unir pour vaincre le terrorisme. Retour donc sur les coulisses de cette audience qui redéfinit les rapports de voisinage, notamment au niveau de la sous-région. Vous l'écouterez dans quelques instants, le chef de la diplomatie nigériane, Youssouf Tougar, présent donc du côté de Ouagadougou, afin de présenter les excuses officielles du président Bola Ahmed Tinubu à son homologue à burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Le générique, vous l'avez reconnu, il a tourné pas mal de temps. Celui du point sur l'actualité, votre quotidienne d'information sur votre média panafricain For You Media Africa, le point sur l'actualité. Tous les jours, de lundi à vendredi, on se retrouve dans le cadre, bien sûr, de notre arbre palabre pour échanger autour des problématiques qui entourent, bien évidemment, le combat de souveraineté que nous menons. Et parlant justement de ce combat de souveraineté, on est toujours content quand on voit deux peuples se rapprocher, notamment ceux du Nigeria et du Burkina Faso, après une brouille diplomatique entre les deux pays, née justement du survol de l'espace aérien burkinabé par un aéronef nigérian. On parle de ce fameux C-130. Vous vous souvenez certainement du communiqué de l'Alliance des États du Sahel. Le jour même de la violation de cet espace aérien, la partie nigérienne a fait profil bas, alors que tout le monde s'attendait à ce que je sais pas, peut-être, oui, que la position du président Bola Ahmed Tinubu durcisse davantage. Il a opté pour une diplomatie en dépêchant du côté du Burkina Faso son chef de la diplomatie,
dans une démarche d'apaisement qui vise justement à lever les zones d'ombre ayant entouré l'arrivée illégale, ou du moins le survol, la violation de cet espace aérien en question. Le compte rendu, bien évidemment, de cette audience accordée au ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, par le président Ibrahim Traoré, c'est à suivre dans quelques instants, et ça tombe bien puisque nous serons également à vos côtés ce soir depuis Ouagadougou, où vous vous trouvez actuellement. Nabaloum Abdoulaye. Avec vous, nous tenterons bien sûr d'y voir un peu plus clair la perception que les Burkinabés ont eu notamment de cette crise, voire de cette brouille diplomatique entre les deux États. Cela a laissé libre cours à plusieurs spéculations autour justement de cette crise. Des responsables politiques nigérians ont fait des sorties appelant le président Bola Ahmed Tinubu à intervenir militairement du côté du Burkina Faso. Cela ne sera donc pas le cas puisque le président nigérian a choisi de gérer tout cela de façon, du moins, par les canaux diplomatiques nécessaires. Merci déjà à vous, Nabaloum Abdoulaye, d'être présent une fois de plus ce soir sur les antennes For You Media Africa. Je rappelle que vous êtes le président d'ACAMPAO, la Confédération des associations et mouvements panafricanistes de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir et bienvenue, Nabaloum Abdoulaye. Nabaloum, votre micro me semble désactivé. Alors, bonsoir le frère Nguéné. Voilà. Permettez-moi également de présenter mes civilités à la direction générale de For You Media, à l'ensemble de tout le personnel technique de réalisation qui battent, en tout cas qui accomplissent cette noble tâche d'éclairage, d'éveil de conscience, mais aussi de diffusion à travers l'Afrique, à travers vos ondes, le message, la libération de l'Afrique. C'est toujours un plaisir de répondre présent à cette invitation. Je présente également mes civilités à l'ensemble de mes co-débatteurs avec lesquels je partagerai ces moments très précieux. Permettez-moi également d'avoir un regard vif à l'endroit de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta, le général Tchani, pour le combat inlassable, la détermination de sortir leur population, les territoires de cette domination et vraiment de se tourner vers la souveraineté, la libération de nos États qui aujourd'hui est une réalité que nous vivons et c'est pourquoi nous continuons de les soutenir dans leur action noble, de nous accompagner pour l'ensemble des projets, pour l'ensemble du combat qui se mène sur le terrain. Nous avons une pensée pieuse à toutes les forces de défense et de sécurité qui inlassablement battent, ne dorment pas pour que effectivement ces vaillantes populations occupent l'espace et réalisent leurs projets et continuent de vivre paisiblement. C'est vraiment un honneur et encore merci pour l'invitation. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. Merci surtout pour cette pensée à l'endroit notamment des dirigeants de l'AES qui, de leur côté, se préparent activement pour le sommet décisif prévu les 22 et 23 décembre prochains du côté de Bamako au Mali. D'ailleurs, dans quelques instants, toujours dans le cadre de cette émission, nous aurons l'occasion de revenir sur le bilan que la rédaction centrale a dressé, notamment de cette confédération sur cette année 2025. À vos côtés ce soir, Nabaloum Abdoulaye, André Christel Fanga est également avec nous dans la posture de consultant permanent de ce programme. Bonsoir à vous, DP. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir, cher ami Nabaloum, qui est une voix qui porte, n'est-ce pas, de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir à l'autre panéliste que vous allez présenter. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à toute la communauté, n'est-ce pas, de l'Est dans le littoral et surtout ceux, n'est-ce pas, appartenant au Corps Zimé, parce que le Corps Zimé, c'est un festival qui va commencer d'ici quelques temps du côté de Lomé, dont tous les peuples de l'Est Cameroun et les peuples, pas seulement de l'Est, parce que c'est un peuple qui appartient à au moins 3 à 4 pays,
c'est-à-dire le peuple Zimé. Donc ils vont se retrouver à leur festival d'ici quelques jours. Donc je leur souhaite un bon festival, n'est-ce pas? Ce peuple est sous la gouverne et la direction du haut dignitaire, comme on l'appelle là-bas traditionnellement, n'est-ce pas? Le haut dignitaire, M. Cyrus Ngor, directeur général du port. Donc très bon festival à ce peuple Zimé qui débute ces jours-ci. Voilà. Dr Sango est également avec nous. Merci à vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nguéné. C'est un plaisir d'être encore là ce soir pour le rendez-vous traditionnel et habituel. Je vais rapidement dire bonsoir au grand frère Fanga, que j'ai encore le plaisir de retrouver encore ce soir après quelques semaines d'absence, peut-être pour des objectifs liés à son calendrier. Je vais également dire bonsoir à Nabaloum, avec qui nous allons passer l'émission. Bonsoir à la galaxie panafricaniste. Pour le reste, nous sommes là pour le combat panafricain. Merci à vous. Alors, on avait prévu de placer cette thématique en accueil ce soir, mais je pense qu'avec le concours de la réalisation, on va directement prendre la thématique principale autour justement de cette audience accordée au ministre nigérian des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, par le capitaine Ibrahim Traoré. C'était hier du côté de Ouagadougou, au cœur, bien sûr, de cet échange. La violation d'espace aérien du Burkina Faso par un aéronef militaire nigérian, ce fameux C-130. Vous vous souvenez bien sûr de cette scabreuse affaire qui avait poussé les dirigeants de l'AES à faire une sortie publique par le biais d'un communiqué pour dénoncer la démarche des autorités nigériennes. Alors, on avait deux versions qui s'opposaient. D'un côté, on avait la version officielle des dirigeants de l'AES qui parlait de la violation de leur espace aérien. De l'autre côté, le Nigeria était resté campé sur sa position, évoquant bien évidemment des raisons techniques qui auraient donc poussé l'aéronef en question à atterrir de toute urgence à l'aéroport de Bobo Dioulasso, alors que tout portait à croire qu'on devait vivre et maintenir ce climat de confusion. Eh bien, le président Bola Ahmed Tinubu a donc décidé de faire profil bas face à la fermeté des dirigeants de l'AES en dépêchant du côté de Ouagadougou un émissaire spécial. Alors le compte rendu nous est proposé ce soir par nos confrères de la télévision nationale burkinabé. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Koulouba à Ouagadougou, Youssouf Maïtama Tougar, à la tête d'une délégation, est venu présenter les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères exprime ici le regret de son pays sur les irrégularités dans la procédure de l'autorisation pour entrer dans l'espace aérien du Burkina Faso. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérien qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré, le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. L'équipage a été très bien traité. Cela saute aux yeux. Et c'est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge de l'équipage depuis que celui-ci est arrivé au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria salue le niveau de solidarité et de fraternité qui existe entre le Burkina Faso et son pays. À cette audience, la délégation nigériane échange également avec le président du Faso sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. Je conduis une délégation envoyée par le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, afin de livrer un message au président Ibrahim Traoré. Un message de fraternité, un message de solidarité d'un pays africain à un autre. Nous avons discuté de plusieurs sujets en lien avec la sécurité de notre région, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, sur la manière dont nous devons lutter ensemble contre les fléaux. Le Burkina Faso a enregistré des succès significatifs en la matière. Donc, il y a des leçons à tirer sur ce volet évidemment.
Une collaboration qui pourrait concerner plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, souligne le chef de la diplomatie nigériane, qui ne manque pas de saluer au passage les exploits ainsi que les succès enregistrés par le Burkina Faso dans la lutte contre l'hydre terroriste. Le compte rendu de nos confrères de la télévision nationale burkinabé à qui nous disons merci. Alors, selon bien sûr le communiqué de la présidence burkinabé, Youssouf Maïtama Tougar a donc officiellement présenté des excuses pour l'incident impliquant l'aéronef nigérian ayant atterri en urgence au Burkina Faso, regrettant les irrégularités de procédure. Vous l'avez écouté, il a également condamné et désavoué les commentaires insalubres tenus notamment par un responsable politique nigérian sur sa prétendue maltraitance des soldats ou encore des militaires nigérians. Le ministre Tougar a salué la fraternité du Burkina Faso dans la prise en charge de l'équipe de façon générale, ainsi que le succès du pays dans la lutte contre le terrorisme, assure notamment la présidence burkinabé. Les deux parties ont échangé sur le renforcement de leur coopération, notamment sécuritaire au niveau de la région. Nous parlerons de cette coopération sécuritaire dans quelques instants, mais déjà, Nabaloum, 24 heures après cette audience, quel est le sentiment qui vous anime à voir de près justement ce qui se passe du moins ce qui s'est passé entre les deux pays ces dernières semaines? Cette démarche d'apaisement vous surprend-elle au regard notamment des enjeux entre présentation des excuses pour les fautes, notamment dans les procédures et condamnations des propos polémiques de certains responsables politiques nigérians? Cette rencontre entre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et le chef de la diplomatie nigériane, marque-t-elle un nouveau départ dans la coopération entre votre pays, le Burkina Faso, et le voisin nigérian? Alors, merci. C'est avec joie, je vais dire, et c'est avec grande attention que nous avons suivi cette opération de soldats militaires nigérians au Burkina Faso, qui, il faut le rappeler, les événements se sont vraiment succédés très rapidement suite au coup d'État au Bénin. C'est juste quelques heures ou quelques jours après que, effectivement, on a eu cet incident du côté du Burkina Faso. Alors, concernant la réaction des autorités nigérianes, notamment la délégation qui est venue, et quand on regarde le contour, le contexte, le message qui a été livré, on ressent, en tout cas le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a une clairvoyance dans l'action, il y a une clairvoyance dans la décision des autorités nigérianes face à cette situation. Parce que, comme je le disais très récemment, le Nigeria a commis véritablement une grave erreur dans la gestion de la crise du côté du Bénin. Et si effectivement le Nigeria voulait d'une manière ou d'une autre encore essayer de durcir cette situation, je pense que ce serait se condamner de façon définitive en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est ce qui a prévalu, que cette sagesse puisse guider non seulement les autorités dans le bon dénouement de cette opération. J'ai même suivi des images où on dit que effectivement les militaires ont été libérés. Je les voyais en compagnie certainement à leur ambassade, où des images passaient leur montrant, en tout cas dans toujours leur tenue d'aviation ou des militaires. Donc, il montre qu'il y a un succès qui a été gagné des deux côtés, je dirais, pour la diplomatie burkinabé AES. C'est une réussite à plusieurs égards. Le premier niveau, c'est d'abord cette capacité à pouvoir retenir l'avion. Vous savez que du fait du terrorisme, nos frontières sont largement et très bien surveillées, parce que c'est à travers les frontières que les terroristes peuvent perdurer dans le temps. Et si on n'a pas une surveillance accrue, ça montre que il n'y a pas d'efficacité dans l'action. Et là, les autorités de l'AES et de Burkina ont clairement montré leur perspicacité, en tout cas leur ferme volonté de venir à bout de cette situation, ce qui illustre l'action concrète qui a été réalisée.
L'autre avantage que je dirais pour l'AES et le Burkina Faso, c'est la reconnaissance par le Nigeria, le pays qui héberge la CEDEAO et dont le sommet vient de se tenir tout récemment, où la question de la sécurité, de l'insécurité, notamment le terrorisme, a été un point d'honneur d'échange entre les différents dirigeants, notamment sur la prolifération du terrorisme dans le golfe de Guinée. Aujourd'hui, si des autorités nigérianes reconnaissent, ne serait-ce que pour le Burkina Faso, la dynamique, la réussite dans l'action contre le terrorisme, je pense que c'est une valeur à mettre à l'actif des pays de l'AES et du Burkina Faso. Alors, pour revenir sur effectivement l'action qui s'est passée, on peut se donner tous les commentaires possibles, mais je pense que cette action, les Burkinabés, les autorités burkinabées et de l'AES ont effectivement dû mener toutes les enquêtes pour vraiment se rendre compte de la situation réelle. Et vous savez bien que ce sont des militaires qui ont traversé la frontière, qui ont été capturés. Et cela me fait rappeler l'un des propos tenus par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, où il disait que de ne pas méconnaître que les militaires, entre militaires, ils se parlent, quelles que soient les difficultés. Et il en avait donné l'exemple du Bénin où, effectivement, les militaires burkinabés, de concert avec les militaires béninois, avaient mené des opérations au niveau de la frontière. Donc, quand des soldats nigérians se retrouvent au Burkina Faso dans cette circonstance, il y a certainement des informations à recueillir, il y a des informations à collecter. Et je pense que c'est un point d'honneur pour nous. Moi, je le pense ou je le perçois comme une alerte. Justement, Nabaloum, tout le monde s'attendait à ce que le ton monte entre les deux pays. On se souvient de l'affaire dite des 49 soldats ivoiriens du côté du Mali. Il a fallu qu'un médiateur intervienne pour qu'on puisse trouver une solution. On imaginait ce scénario du côté du Burkina Faso avec le Nigeria. Finalement, on n'a pas eu de médiateur dans le dossier. Les autorités nigérianes n'ont pas haussé le ton. Les autorités burkinabées sont restées fermes sur leur position. Alors, qu'est-ce qui peut bien justifier le fait que on puisse parler rapidement d'un apaisement? Alors, y a-t-il des éléments qui facilitent, je veux dire quoi, l'ouverture de tous ces canaux de communication qui ont d'ailleurs permis d'aboutir à cette audience d'apaisement en Nabaloum? Alors, je dirais peut-être que c'est une question d'approche quand on regarde, parce que ce n'est pas la première fois que des militaires d'autres pays soient arrêtés au Burkina. Oui. Si vous vous rappelez, on a eu des soldats ou en tout cas des agents de renseignement français qui ont été arrêtés au Burkina Faso pendant très longtemps. Il y a eu aussi des soldats militaires ou des gendarmes de la Côte d'Ivoire, et ça a été à plusieurs reprises, et qui ont été par la suite libérés. Je dirais que effectivement, le durcissement du ton peut orienter l'approche de règlement de la situation. C'est pourquoi je pense que dans la fermeté de la position de Burkina Faso, le Nigeria actuellement n'avait pas vraiment intérêt à durcir le ton, parce que la situation qui s'est intervenue au Bénin, notamment l'intervention militaire du Nigeria au Bénin, qui a été vraiment un cafouillage total, il faut le rappeler, ça a été un cafouillage parce que initialement on nous a dit que c'est la CEDEAO qui allait intervenir, et par la suite on ne parle même plus de la CEDEAO, on dit c'est le Nigeria qui a intervenu. Ça montre, et par la suite on dit c'est la France qui a donné les informations. Donc ici, le Nigeria est dans une situation très troublante, donc le Nigeria n'avait pas du tout intérêt à durcir le ton par rapport à cette situation, surtout que si les militaires n'ont pas été effectivement envoyés en mission d'espionnage, ou en tout cas en mission officielle, ça pose qu'on ne peut pas durcir le ton.
Maintenant, comment se fait-il que, effectivement, les militaires aient pu traverser la frontière? Ça, il y a beaucoup de... ça va rester dans la boîte noire, comme on dit, on ne saura pas le secret. Mais de mon point de vue, le Nigeria n'avait aucun intérêt à durcir le ton face à cette situation, plutôt que la voie diplomatique, la voie de la sagesse par laquelle elle a prise a été vraiment très salutaire. Et si je prends exemple aussi sur la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup plus frontalier avec le Burkina Faso, avec les soldats qui ont été arrêtés plusieurs fois, il n'y a pas eu de durcissement de ton envers les autorités burkinabées. Donc, pour moi, c'est dans l'approche globale, peut-être que le Nigeria s'est inspiré de comment est-ce que le Burkina a traité cette question avec les Ivoiriens, a traité cette question avec les Français et aller dans la dynamique de collaboration, dans la dynamique d'entente, au lieu de durcir le ton, parce que quelles que soient les circonstances pour durcir le ton, aujourd'hui, c'est le Burkina Faso, c'est un espace de l'AES et il est clairement indiqué que si vous attaquez le Burkina, c'est comme si vous attaquez le Mali, c'est comme si vous attaquez le Niger. Et je ne pense pas que le Nigeria soit aussi fort en ce moment, ou en tout cas soit en position actuelle de pouvoir déclencher une guerre sous-régionale avec l'AES. Donc pour vous, le Nigeria n'avait aucun intérêt à ouvrir un autre front après justement son intervention controversée du côté du Bénin. Absolument, le Nigeria n'avait aucun intérêt et l'issue, je ne vois pas comment l'issue allait être, à moins de condamner effectivement l'avion et les militaires, à moins de les condamner, je ne pense pas que le Nigeria avait véritablement autre moyen de pouvoir s'en sortir et vraiment la tête haute. Parce que le Nigeria a vraiment besoin aujourd'hui de sortir la tête haute parce que non seulement dans la question du terrorisme, il s'est déjà mal comporté avec le Bénin et avec le Niger. Jusqu'à présent, les Nigériens n'ont pas oublié effectivement la position lorsqu'ils étaient en crise et comment le Nigeria s'est comporté. Donc c'est tout cet ensemble-là que je pense que les sages ont dû guider Tinubu parce que lui, véritablement, c'est une autre espèce de, excusez-moi le terme, de dirigeant qui vraiment n'est pas au diapason de l'évolution sous-régionale et de l'évolution africaine et géopolitique mondiale. Merci. Merci à vous, Nabaloum Abdoulaye. Alors, une démarche salutaire pour certains, est-ce également le cas pour vous? Ces excuses officielles du président Bola Ahmed Tinubu à son homologue burkinabé pour la violation de son espace aérien, André Kistel Fanga? Oui, je pense que c'est une bonne démarche, n'est-ce pas? Ça n'exclut pas ce que nous pensons. Et qu'est-ce que nous pensons? De quoi? Nous pensons que M. Tinubu, agent de la CIA, agent américain, oui, était dans un galop d'essai. Le galop d'essai pour voir comment, n'est-ce pas, déstabiliser l'AES en passant par le Burkina Faso. Je le dis pourquoi? Parce que les militaires américains ont atterri au Nigeria il y a de cela quelques jours. Ils sont assez nombreux parce qu'il y a un projet de reconquête de l'espace dont nous parlons tout à l'heure. D'accord, je crois qu'il y a cela en deuxième partie. Il y a notre thématique, effectivement. Exactement, en deuxième partie. Mais vous voyez que les thématiques, et c'est comme si vous faites souvent exprès, M. Nguéné, de lier toujours, en fait, que les thématiques aient, n'est-ce pas, presque... s'enchevêtrent. Voilà. Les thématiques donc, vous voyez que... Mais la démarche en elle-même, elle est salutaire, comme vous le dites. Non, j'ai déjà... Est-ce qu'on doit justement remettre tout ce que vous dites sur la table, André Kistel Fanga? Là, tout le monde est en train d'exulter en se disant, on a évité une autre crise entre deux pays. Écoutez, je pense que M. Bola Tinubu sait et comprend mieux, n'est-ce pas, les enjeux par rapport à cet espace CEDEAO et AES. Oui. Et donc, le Nigeria abritant, n'est-ce pas, n'est-ce pas, la CEDEAO, est dans une logique où elle veut s'imposer à tous les prix
n'est-ce pas, dans cet espace ouest africain. Et donc, il faut voir dans la logique, ok, diplomatiquement, on essaye de faire quelque chose pour enlever, n'est-ce pas, le doute qui pesait sur cette mission des militaires nigériens au Burkina Faso. Donc, salutaire, démarche salutaire, demande d'excuses, envoyer un ministre, n'est-ce pas, pas des moindres, mais bien sûr, aller, n'est-ce pas, aux côtés du Burkina Faso, échanger avec les autorités, échanger, n'est-ce pas, avec tout le reste, et lui-même affirmer que non, les militaires nigériens ont été très bien traités. Et ça, il faut en féliciter, n'est-ce pas, l'État burkinabé qui est dans une logique, qui n'était pas dans une logique de représailles, qui n'était pas dans une logique de dire, ok, si vous avez violé notre territoire, c'est parce qu'il y avait tel projet, malgré que des signaux présentaient, n'est-ce pas, une mission d'espionnage, une mission, n'est-ce pas, de reconnaissance de l'espace aérien du Burkina Faso. Donc, de manière intelligente, le capitaine Ibrahim Traoré a su, n'est-ce pas, prendre, et c'est pour ça que lui-même aime bien le rappeler, entre eux les militaires, il dialogue. Parce que les gens ont longtemps cru qu'entre les militaires, il n'y a pas de dialogue, ça sera juste des réponses du berger à la bergère. Non, nous voyons quand même une diplomatie assez excellente de la part, n'est-ce pas, du capitaine Ibrahim Traoré et du peuple burkinabé par rapport à cette situation. Malgré que nous savons qu'au fond, il y a un complot. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour justement déstabiliser ces nations-là. Déjà, on résout tout d'abord la crise actuelle et plus tard, on se penchera sur un autre chantier. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous, M. Nguéné. C'est étape par étape. Étape par étape. Et je pense que ça a été très bien mené jusqu'à présent. Parce que là, on devait faire, vous vous rappelez qu'il y a eu quand même 45 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés du côté du Mali. Et vous voyez que ce que ça a pris comme temps. Vous voyez que les mêmes méthodes continuent. Maintenant, c'est Abuja qui essaye. Hier, c'était, n'est-ce pas, Abidjan. Vous voyez que c'est des galops d'essai. On essaie de voir, est-ce qu'ils sont fragiles? Est-ce qu'on peut passer par tel couloir ou tel couloir? Aujourd'hui, nous voyons que ces différentes pénétrations-là sont stoppées net par ces dirigeants de l'AES. Alors, Dr Sango, est-ce qu'on mesure aujourd'hui l'ampleur de la crise qu'on évite grâce notamment à cette diplomatie agissante que André Christelle Fanga évoque? C'est quoi les implications d'un tel apaisement aujourd'hui, alors que tout le monde s'attendait à, je ne veux pas parler de confrontation, mais à ce que le ton se durcisse d'ailleurs davantage entre les deux États, d'autant plus que chacun était resté jusqu'ici campé sur sa position. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut, n'est-ce pas, mettre cet enjeu dans le contexte, n'est-ce pas, d'embrouille diplomatique qui caractérise, n'est-ce pas, ces deux pôles, AES et CEDEAO dans son ensemble avec ses partenariats, pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est toujours cette embrouille diplomatique-là qui se manifeste par les différents actes que nous sommes en train de voir. Je vais rester, n'est-ce pas, solidaire de l'analyse faite par André Christelle Fanga, pour dire qu'en réalité, si on peut se féliciter, n'est-ce pas, de l'approche et de la méthodologie du Nigeria, on ne doit pas perdre de vue qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent parce que si on élude l'aspect de cette embrouille diplomatique-là, de ce combat géopolitique qui caractérise ces deux pôles, on va se mettre de côté. Parce qu'il y a déjà un précédent qui existe dans cette situation-là. On a vu, n'est-ce pas, l'affaire des 49 soldats, mais la Côte d'Ivoire ne s'est pas comportée comme le Nigeria, justement parce qu'il n'y avait pas encore une sorte de construction des rapports de force de la part des États de la CEDEAO. Vous savez qu'à l'époque, on n'était encore... On n'était pas encore au niveau de la Confédération. Il n'était pas encore très bien constitué du point de vue institutionnel, du point de vue des rapports de force, etc. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Et ces ennemis de l'AES qui continuent et qui veulent toujours
déstabiliser, l'AES expérimente aujourd'hui une autre approche à travers le Nigeria. Sauf que le Nigeria aujourd'hui a compris que il ne suffit pas ou il ne faudrait pas qu'il se livre, n'est-ce pas, dans cet enjeu de confrontation, dans cet enjeu, n'est-ce pas, de dénégation verbale. Ils ont fait profil bas pour dire que bon, on reconnaît notre tort, excusez-nous et on continue. Donc, de la part de l'AES, c'est un signal fort qu'il faut comprendre aujourd'hui que d'un point de vue symbolique, c'est déjà une victoire. C'est une victoire parce que l'autre a fait profil bas, a reconnu, n'est-ce pas, sa faute, a reconnu, n'est-ce pas, son action qui n'était pas du tout bonne du point de vue des relations internationales et même géopolitiques. Parce qu'il faut dire que les États de l'AES qui sont orientés aujourd'hui vers l'implémentation et l'opérationnalisation de leur souveraineté, la souveraineté, n'est-ce pas, se manifeste autour de 3 pôles du point de vue technologique, du point de vue technocratique, du point de vue technique. C'est-à-dire, il y a la souveraineté maritime, il y a la souveraineté, n'est-ce pas, aérienne, il y a la souveraineté territoriale. Quand on dit souveraineté, ça se manifeste sur ces 3 entités-là. Donc, un État ennemi ne peut pas violer un de ces aspects sans toutefois informer diplomatiquement son vis-à-vis. Vous voyez donc, pris sur ce prisme typiquement de la science politique, le Nigeria est en infraction et en tant que tel devrait demander pardon. Et quand on présente ces excuses, c'est également un acte fort en diplomatie. Est-ce que cela est forcément synonyme d'un nouveau départ dans ces relations de coopération? Pas toujours apaisé ces dernières années, Dr Sango. Oui, vous savez que l'idéal en diplomatie, c'est l'apaisement, c'est le dialogue, c'est la paix. C'est pour cela qu'on parle de la diplomatie. C'est-à-dire, face à un conflit, on doit dialoguer, on doit privilégier les mécanismes de résolution pacifique. Et c'est ce que le droit international préconise. Parce que le recours à la violence est souvent le dernier recours lorsque les autres mécanismes diplomatiques n'ont pas marché. Donc, pris sous ce prisme analytique, nous sommes d'accord que ça peut se présenter comme un nouveau départ d'apaisement, de dialogue, d'échange. Encore faudrait-il dire que ce n'est pas parce que ces États sont aujourd'hui dans une confrontation géopolitique que le dialogue ne va plus exister. Parce que même dans la guerre, puisque en sciences politiques et dans les relations internationales, nous disons que la guerre est une forme de relation internationale. Donc, aujourd'hui, il faut tout simplement comprendre que cet acte-là est beaucoup plus symbolique du point de vue diplomatique sur 2 plans. Le premier plan, ça montre, n'est-ce pas, la victoire de l'AES. Parce que d'un point de vue symbolique, le Nigeria, avec ses pairs CEDEAO et ses partenaires internationaux occidentaux, viennent de faire profil bas face à l'AES. Parce qu'il ne faut pas parler du Burkina Faso isolement. Il faut parler de l'AES parce que le Burkina Faso est orienté et engagé vers une confédération entre le Mali et le Niger. Donc, c'est une victoire. Maintenant, deuxième élément qu'il faut mettre en exergue, c'est quoi? C'est que cette victoire-là, en réalité, puisque nous sommes dans un contexte de bruit diplomatique, de confrontation diplomatique, n'exclut pas la méfiance de la part du Burkina Faso. Le Burkina Faso va pardonner. Et d'ailleurs, vous avez suivi, n'est-ce pas, les interlocutions qui ont eu lieu lorsque l'émissaire du Nigeria s'y est rendu au niveau du Burkina Faso. Vous avez vu les débats, les sorties des uns et des autres. Ça, c'est du point de vue discursif, du dialogue. Ça montre qu'ils ont accepté. Mais sur le plan de la réelle politique, les choses ne vont pas fondamentalement changer. Ne pensez pas que parce que le Nigeria vient de demander pardon, que demain, les choses vont, n'est-ce pas, changer sur le plan, n'est-ce pas, opérationnel. Donc, on ne va pas s'attendre à ce que le Burkina Faso dise, par exemple, OK, ils repartent à la CEDEAO, ou alors ils reconsidèrent le Nigeria comme un allié parfait, pas du tout. Mais peut-être ne pas repartir au niveau de la CEDEAO ou encore considérer le Nigeria comme un partenaire. Mais il y a surtout ce volet sécuritaire, puisque on a l'impression que derrière ces excuses se cachait également une forme de main tendue pour une coopération plus efficace et plus accrue dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes, Dr Sango. Alors, comment peut-on prétendre vouloir lutter ensemble efficacement face au terrorisme si on maintient, je vais dire quoi,
un sentiment un contexte, ou du moins ce climat de suspicion vis-à-vis notamment de l'autre partenaire, Dr Sango. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on soit sérieux et, je veux dire quoi, qu'on essaie justement de faire table rase de tout ce qui nous oppose, ou du moins de tout ce qui nous a opposés, afin justement de prétendre vouloir lutter efficacement contre des défis sécuritaires qui ne sont pas, qui sont, je vais dire, qui touchent pratiquement, généralement toute la sous-région de façon générale, Dr Sango. Monsieur Nkene, ça c'est l'idéal. Nous sommes dans l'idéalisme politique. Ça c'est l'idéal, que les États se mettent ensemble pour endiguer un fléau qui leur est commun, à savoir le terrorisme. Parce que vous savez que le terrorisme n'épargne aucun État aujourd'hui. Vous pouvez être puissant ou impuissant, le terrorisme va vous frapper. Il faut rappeler aussi aux téléspectateurs que les États-Unis qui se prévalent aujourd'hui d'être la plus grande puissance ont été frappés par le terrorisme. Du point de vue, n'est-ce pas, fondamental. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas dire que ce n'est pas bien de se mettre ensemble, les suspicions, etc., etc. Mais ici, les faits sont têtus. Vous savez qu'en relation internationale et en géopolitique, il y a deux courants qui s'y opposent souvent. L'idéalisme, comme vous êtes en train de le souhaiter, mais de plus en plus le réalisme qui voudrait qu'on mette en exergue les actions des uns et des autres, des acteurs interétatiques. Si on s'en tient au réalisme, qu'est-ce que les faits nous donnent à comprendre aujourd'hui ces derniers temps? C'est que ce pardon du Nigeria intervient dans un contexte de tentative de coup d'État. D'accord? Un coup d'État vient, n'est-ce pas, d'être manqué du côté du Bénin. Maintenant, face à ce manquement de coup d'État, cette tentative de coup d'État, on a vu les implications, les actions des uns et des autres qui ont démontré la position de ces acteurs quant à ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. D'accord? Les implications des uns et des autres ont montré que quoi? Les États africains, les acteurs interétatiques ne sont pas prêts à se mettre d'accord, ne serait-ce que sur ce qu'on appelle le terrorisme. Vous voyez? C'est-à-dire, on a utilisé des actions militaires, on a utilisé des institutions sous-régionales, on a mobilisé des partenariats sur le plan international pour intervenir militairement là où il y a eu, entre guillemets, crise de la démocratie. Or, à côté et dans un passé récent, nous avons des terroristes qui frappent dans cette sous-région, qui, n'est-ce pas, détruisent des biens et des personnes, qui font des enlèvements dans des pays de cette sous-région, mais que les États, sur le plan international, ne se mobilisent pas pour agir de la même manière. Vous voyez que face à cette situation, ça devient très difficile d'éviter les suspicions. Ça, je suis là sur la réelle politique. Vous êtes sur l'idéalisme. Donc, je fais une confrontation pour comprendre que on aurait très bien voulu que les États se mettent ensemble, que les États ne se suspectent pas les uns et les autres, mais les faits sur le terrain montrent le contraire, c'est difficile. Donc, il sera très difficile aujourd'hui pour les États de l'AES de comprendre que les autres en face sont sincères, compte tenu des actions qu'ils posent. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui aux États de l'AES de ne pas soupçonner, n'est-ce pas, la CEDEAO et les États occidentaux, n'est-ce pas, tant que, lorsque nous voyons comment ces États et cette CEDEAO s'investissent pour, n'est-ce pas, maintenir le terrorisme, comment est-ce que ces États et ces partenaires, n'est-ce pas, snobent ce qu'on appelle la solidarité internationale? Nous sommes de plus en plus englués vers ce qu'on appelle l'hypocrisie internationale, où on fait semblant d'être ensemble, alors qu'en réalité, c'est l'autre qui maintient, nourrit le terrorisme et l'ennemi qui nous met en difficulté. Donc, face à cette situation, je sortirai par là en disant que ce pardon est bien diplomatiquement, idéalement, mais les États de l'AES ne sont pas dupes. Nous leur disons de rester éveillés et de comprendre que le combat
vient juste de commencer. Ils ne doivent pas dormir sous leur laurier parce que ces partenaires internationaux, cette CEDEAO et ces pays occidentaux sont en train de travailler. On ne va pas remettre ici les sorties des hauts gradés militaires occidentaux qui ont dit qu'ils sont en train de travailler pour revenir militairement en Afrique. Ils sont en train de travailler pour torpiller et déstabiliser la CEDEAO. Et cette déstabilisation passe généralement par cette tentation, comme ils sont en train de faire. Il y a eu les 49 soldats, voilà la deuxième tentation, et pas les mécanismes d'infiltration de toutes mesures pour déstabiliser et briser les dynamiques, n'est-ce pas, révolutionnaires en vue de prendre en main les souverainetés africaines. Donc, méfions-nous, ne dormons pas sur nos lauriers, ne pensons pas qu'ils ont reconnu leur faute et ils vont se raviser. Non, c'est juste un élément dans une bataille alors que la guerre continue. Merci à vous. Alors, Nabaloum Abdoulaye, vous avez suivi la sortie du chef de la diplomatie nigériane. Dans son intervention, il a salué justement la bravoure des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso dans ce combat quotidien, notamment contre les groupes armés terroristes. Et il a annoncé justement le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et son pays, le Nigeria, dans le cadre purement bilatéral. Que faut-il attendre justement de cette coopération, Nabaloum? Alors, je rejoins effectivement le docteur Sango pour dire qu'il y a le réalisme et la réelle politique. Vraisemblablement, on est là face à un discours diplomatique très loin des réalités. Parce que si on prend les derniers faits, qui est le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu et qui a mis un point d'honneur sur la question du terrorisme, le président de la CEDEAO était même sorti au créneau pour demander à ce qu'il y ait beaucoup plus, en tout cas d'action et des moyens pour le terrorisme. Et contrairement aux propos et à ces discussions, ils ont leurs frères qui sont à côté de l'AES, qui vivent la situation, voilà maintenant plus d'une dizaine d'années, mais qui ne sont pas à mesure de tendre la main aux pays de l'AES pour s'inspirer de leur expérience. On est toujours effectivement dans ces discours politiciennes, loin de la réalité que vivent effectivement les populations, nos soldats face à cette situation. Donc, de mon point de vue, cette déclaration, elle est véritablement politicienne. La réalité qui est les mots qui sont prononcés, c'est ça, les mots qui sont prononcés sont la réalité, mais l'intention et l'action derrière ne concordent pas avec les mots qui sont prononcés. Et c'est là tout ce que les dirigeants de l'AES reprochent à la CEDEAO. Tous ceux-là qui ont vécu le terrorisme reprochent à la CEDEAO de cette attitude passive, complice même de ce terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment inconcevable que, effectivement, le Bénin, qui aujourd'hui connaît des attaques terroristes, héberge toujours ses forces impérialistes. Il est inconcevable que la Côte d'Ivoire, qui fait l'objet d'attaques terroristes, continue encore d'héberger les parrains des terroristes. Vous voyez que nous sommes là dans des discours loin des réalités. Il faudra maintenant attendre que, effectivement, ces groupes armés rentrent en action et de façon très virulente pour que les victimes vraiment touchent la sensibilité des peuples et des populations, pour qu'ils s'en rendent compte que les dirigeants sont en train de s'enfoncer dans un bourbier incontrôlable. Donc cette thématique, effectivement, qui lie beaucoup avec la deuxième thématique, fait qu'on se réserve un peu pour développer. Mais ce que je vais dire par rapport à ça, la position de la CEDEAO est vraiment à réfléchir, vraiment à examiner avec grand soin. Et je pense que c'est beaucoup plus une interpellation des acteurs politiques, une interpellation des peuples sur le comportement de leurs dirigeants qui peut faire la différence. C'est vrai qu'un coup d'État n'est pas salutaire, mais face à une situation, il faut mesurer, je vais dire, il faut mesurer le pour et le contre, parce que aujourd'hui, ce que Alassane Ouattara a fait, c'est un coup d'État.
institutionnel. Ce que le président Talon s'apprête à faire également, c'est un coup d'État institutionnel. Donc, vous voyez que condamner les pays de l'AES qui sont face à une situation et qui aujourd'hui ont une expérience avérée dans cette lutte, qui portent des résultats, sur le terrain. Et comme je l'ai indiqué auparavant, les questions de frontières sont les positions les plus prisées par les terroristes pour pouvoir faufiler et échapper effectivement à la furie des armées. Et c'est pourquoi la surveillance des frontières est très capitale et très essentielle. Donc vous verrez que effectivement, si le Bénin avait coopéré avec le Niger et le Burkina Faso, il est sûr que dans cette zone du nord du Bénin, on ne parlait plus jamais de terrorisme là-bas. C'est la même chose, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire partagent une frontière commune et c'est là que les terroristes sont basés. Vous voyez que si la Côte d'Ivoire avait collaboré avec le Burkina, le Mali et le Niger, aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'allait jamais connaître cette action de terrorisme. Mais malheureusement, voilà que les dirigeants ont opté pour une autre voie. Seuls les peuples peuvent se lever et puis leur dire non par rapport à cette politique qui va non seulement condamner les peuples, mais aussi condamner les dirigeants. Merci à vous, Nabaloum. Alors, dans un climat de suspicion, que peut-on attendre du renforcement d'une relation de coopération dans un domaine aussi délicat que la sécurité, André-Christophe Fanga? Écoutez, je pense qu'il y a d'abord un problème d'idéologie entre les deux États. Enfin, on peut dire entre les deux blocs aujourd'hui, parce que le Nigeria représentant le bloc CEDEAO, oui, le Burkina Faso représentant le bloc AES. Oui. Et donc vous voyez qu'il ne peut pas avoir, n'est-ce pas, une vision commune pour atteindre certains objectifs, les objectifs de sécurité, de protection, d'entente et tout le reste. On sait que le logiciel qui est déjà placé au Nigeria, c'est trouver les voies et moyens, comment déstabiliser l'AES. C'est ça le projet. Et vous avez vu le Nigeria dans ses postures. Quand l'AES, les États, n'est-ce pas, de l'AES avaient décidé de quitter la CEDEAO. D'ailleurs, quand il y a eu des révolutions, oui, n'est-ce pas, dans ces différents États-là, le Nigeria était prêt à aller faire la guerre, n'est-ce pas, à ces différents militaires qui, n'est-ce pas, avaient fait ces révolutions-là dans les pays voisins. Donc, vous voyez que dans sa logique, et d'ailleurs, vous avez vu l'intervention du Nigeria au Bénin. Dr Sango le rappelait encore tout à l'heure. Oui. Vous avez une posture, c'est-à-dire les valeurs défendues par l'AES sont combattues par le Nigeria. Donc, c'est quasiment impossible que les deux puissent, n'est-ce pas, véritablement avoir une même vision, avoir une même entente, avoir un projet commun, avoir peut-être des idées de coopération pour justement défendre ou bien avoir des programmes sécuritaires ensemble. Nous sommes tous d'accord que... Les défis sont les mêmes aujourd'hui. Au Nigeria, on parle également beaucoup d'insécurité, André-Christophe Fanga. Écoutez, Boko Haram, enlèvement massif et bien d'autres. Écoutez, M. Nguéné, il n'y a pas que le Burkina Faso. Oui, les défis sont les mêmes. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas réfléchir sérieusement à taire toutes les divergences, qu'elles soient idéologiques ou pas, et qu'on essaie d'avancer justement tous ensemble dans la même direction vers l'idéal qui est celui de la lutte contre les groupes armés terroristes? Écoutez, vous m'amenez maintenant à dévoiler notre conversation tout à l'heure avec Nabaloum hors antenne, parce que nous avons justement discuté, n'est-ce pas, des questions de savoir pourquoi les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour le meilleur, n'est-ce pas, de notre continent. Et le bel exemple que nous pouvons prendre, n'est-ce pas, c'est ces différents États, n'est-ce pas, de l'AES qui ont décidé de mettre leur destin ensemble. Vous voyez comment des peuples se décident de mettre leur destin ensemble pour justement régler les problèmes de ces populations, de leur peuple. Mais pourquoi ça ne peut pas s'élargir? Pourquoi cette vision ne peut pas davantage impacter les sous-régions? Si on peut commencer en minima avec les sous-régions, c'est-à-dire la CEDEAO, la CEMAC, la SADC et j'en passe. Et donc, à partir de là, d'avoir, n'est-ce pas,
une idée commune de comment faire pour que nous puissions nous en sortir face aux attaques terroristes, face, n'est-ce pas, à la menace, aux menaces sécuritaires qui, justement, ne laissent aucun État, n'est-ce pas, en paix. Parce que quand nous regardons au Nigeria aujourd'hui, vous avez cité Boko Haram, sans compter les autres, n'est-ce pas, groupes armés qui justement créent le désordre, sans compter les rapts et tout le reste là avec les demandes de rançon et tout le reste. Donc vous voyez que les problèmes sécuritaires sont tellement liés aux pays africains parce qu'on a un ennemi commun. Oui. L'ennemi commun, c'est celui qui finance le terrorisme. C'est celui qui finance, n'est-ce pas, ces bandes armées. Et ceux qui financent ces bandes armées, ce sont les pays pilleurs. C'est-à-dire ceux qui nous pillent, qui pillent nos ressources, qui pillent, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme énergie. Et donc, à partir de ce pillage-là, ça crée la pauvreté. Oui. Et quand ça crée la pauvreté, ça crée maintenant des gens qui décident de faire autrement. Et c'est les mêmes pilleurs qui viennent encore donner les moyens. Nous voyons ça en RDC, avec, n'est-ce pas, le conflit, n'est-ce pas, avec le M23. Oui. Nous savons tous que ce conflit est alimenté par les puissances occidentales, c'est-à-dire des pays exploitant, n'est-ce pas, les ressources naturelles de la RDC. Parce qu'il faut continuer à exploiter ces ressources-là de manière illégale. Parce que s'il faut respecter le code minier, s'il faut respecter les procédures d'acquisition de ces ressources-là, alors ces États-là ne pourront pas être prospères. C'est la même chose avec le Niger. Vous voyez que la rupture, n'est-ce pas, avec Orano, n'est-ce pas, de l'exploitation de l'uranium, l'uranium du Niger, vous voyez que ça crée des problèmes, ça crée, n'est-ce pas, des divergences internationales avec le Niger et le pays qui était principalement pilleur de cette ressource-là. Donc, monsieur Nguéné, c'est simple. Oui. Le Nigeria et le Burkina Faso ne peuvent pas se mettre ensemble pour justement parler de questions de sécurité, parce que ce sera un bal masqué. Bal masqué. Alors, nous allons prendre cette courte transition en dressant un bilan de cette confédération de l'AES juste avant le sommet décisif, celui qui se tiendra du côté de Bamako les 22 et 23. À l'approche donc de ce sommet, l'Alliance des États du Sahel dresse le bilan de l'année 2025. On parle d'une année charnière entre résilience sécuritaire, défis économiques liés notamment à la sortie de la CEDEAO, consolidation de leur souveraineté. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso affichent aujourd'hui une unité inébranlable malgré notamment les pressions régionales et internationales. La rédaction revient sur les moments forts de cette montée en puissance avant l'ouverture des discussions de Bamako. 2 ans seulement après sa création, l'Alliance des États du Sahel continue de prouver qu'elle peut transformer cette région en un espace sécurisé et prospère. En 2025, les perspectives étaient nombreuses, alors que les 3 chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger se préparent pour le 2e sommet de l'année, les 22 et 23 décembre prochains. Le bilan de cette année fait déjà couler beaucoup d'encre. Avec 3 secteurs prioritaires, la sécurité, la monnaie et l'économie, auxquels s'ajoute la diplomatie, 2025 a été profondément remodelé, caractérisé par des dynamiques de rupture, de résilience et de réinvention. Sur le plan sécuritaire, l'AES a fait de la coopération militaire renforcée son objectif principal, axé autour de la charte du Liptako-Gourma qui prévoit une défense collective. De ce fait, si l'un des pays membres est attaqué, l'agression sera considérée comme visant tous les pays de l'Alliance. Les États membres ont intensifié les opérations conjointes, mutualisé certains moyens et affirmé leur volonté de reprendre le contrôle de territoires longtemps fragilisés par l'insécurité. Une action marquée par la création d'un conseil de défense des chefs d'état-major que les autorités annonçaient déjà dès le mois de janvier dernier. Je dirais que sur le plan sécuritaire, la mise en place annoncée d'un commandement militaire unifié constitue l'avancée la plus significative. Elle traduit la volonté des États membres de dépasser la logique de coopération ponctuelle, mais aussi d'instaurer une réponse collective et de coordonner face à face une menace terroriste transfrontalière. L'année 2025 a également été marquée par des avancées dans le domaine institutionnel et politique.
La transformation de l'Alliance en confédération a donné un cadre plus structuré à la coopération entre les trois pays. Des mécanismes communs de concertation ont été mis en place, notamment la création d'un Parlement confédéral et d'une Cour pénale sahélienne. Cela témoigne d'une volonté de la part des pays de l'Alliance d'affirmer leur souveraineté et d'offrir des mécanismes de justice qui leur sont propres sans devoir dépendre des systèmes judiciaires souvent biaisés et infiodés aux pays occidentaux. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, ont officiellement annoncé la création d'une Cour pénale et des droits humains du Sahel. Cette décision s'inscrit dans une volonté commune d'harmoniser les systèmes judiciaires des trois pays et de renforcer la lutte contre l'impunité dans la région, renseigne la note de l'AES. La réforme la plus en vue cette année a sans doute été la mise en place de la Banque confédérale d'investissement et de développement, la BCID-AES, une action qui arrive alors que les trois pays préparent un basculement majeur du franc CFA vers leur propre monnaie, une démarche qui traduit la volonté des autorités de construire une économie plus intégrée, moins dépendante de l'extérieur et mieux à même de répondre aux besoins spécifiques des populations sahéliennes. L'audience nous a permis d'avoir les orientations claires de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, sur ce qu'il a comme vision, bien sûr aussi ce que ses pairs ont comme vision de cette banque, qui doit être une banque de développement au service de la souveraineté économique de nos États. Donc les conseils et les orientations qui nous ont été données nous permettront d'accélérer donc l'opérationnalisation effective de la banque. La BCID-AES a un capital social qui est défini donc par le Conseil des gouverneurs et déjà une partie de ce capital social a été libérée par les trois États. Nous avons prévu que le prélèvement confédéral qui va être fait donc dans les trois États va contribuer également au financement de cette banque. Il sera essentiellement question de financer des projets des États, mais également si les États identifient des projets structurants portés par des entreprises et que ces États proposent ces projets en financement, la banque peut effectivement examiner la possibilité de financer ces projets. La création d'une station de radio et d'une chaîne de télévision confédérale destinée à forger un récit médiatique partagé a aussi été annoncée lors du lancement de la phase finale de la mise en service de la radio, une étape indispensable selon les autorités alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger continuent de souffrir de désinformation. Les autorités ont plusieurs fois dénoncé les médias occidentaux et en particulier les médias français pour avoir fait de l'apologie du terrorisme. La Haute Autorité de la Communication a suspendu pour 4 mois les services de France 2 des bouquets des distributeurs autorisés au Mali pour des manquements graves à l'éthique et à la déontologie journalistique ainsi que pour apologie du terrorisme. Cette décision intervient après une autosaisine du collège de la HAC sur un reportage diffusé le 18 janvier 2024 par France 2 sur la situation sécuritaire du Mali. Malgré ces nombreuses avancées, les pays de l'AES ont traversé de nombreuses difficultés tout au long de cette année. L'épisode de pénurie de carburant au Mali lié au blocage des convois à destination de Bamako par les terroristes a été très marquant, mais les autorités maliennes ont pu compter sur le soutien énergétique de leurs voisins du bloc. Les tensions entre pays voisins, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria, accusés de souvent servir de base arrière pour les terroristes qui déstabilisent le Sahel, n'ont pas non plus aidé. Alors que Bamako se prépare à accueillir un deuxième sommet de la Confédération, les attentes des populations restent élevées, particulièrement en matière de sécurité, de coût de la vie et de gouvernance. Cependant, l'année 2025 aura surtout posé les bases d'un projet ambitieux en pleine évolution. Le regard donc de la rédaction sur cette année. Alors, ce qui nous sert d'ailleurs de transition pour évoquer la deuxième thématique de cette émission du point sur l'actualité, revenant bien évidemment sur les déclarations du vice-ministre russe des Affaires étrangères pour qui ces trois pays qui forment aujourd'hui cette confédération de l'AES seraient, ou du moins sont d'ailleurs dans le viseur de plusieurs pays occidentaux qui mènent une campagne massive pour fragiliser la situation dans ces États qui sont en première ligne dans la lutte notamment contre les groupes armés terroristes. Selon le vice-ministre russe des Affaires étrangères, la Russie voit un grand potentiel dans le partenariat avec ces trois pays. Elle priorise notamment le renforcement des capacités antiterroristes de l'AES et l'aide au développement socio-économique de ses membres. Moscou accorde donc une attention croissante
à une coopération multidimensionnelle avec les communautés sous-régionales africaines. L'Occident et Kiev utilisent surtout les groupes armés africains pour commettre des actes terroristes contre des civils au niveau du Sahel et des sabotages contre notamment les intérêts de la Fédération de Russie ou encore de la République populaire de Chine. Premier commentaire sur cette sortie, Dr Sango, du vice-ministre russe des Affaires étrangères. L'Occident tente de déstabiliser la Confédération de l'AES. L'Occident, aux côtés notamment de Kiev, qui s'attaque à tous les intérêts de la Fédération de Russie sur le continent africain. Oui, je pense que c'est une description pathologique qui cadre exactement avec le contexte africain. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe a fait exactement, n'est-ce pas, la description de la déstabilisation de l'Afrique par les pays occidentaux. Les groupes rebelles que nous voyons en Afrique aujourd'hui, les terrorismes qui prolifèrent par-ci et par-là aujourd'hui, n'y tiennent forcément parce que les puissances occidentales mettent à leur disposition les moyens financiers, mettent à leur disposition des moyens techniques, mettent à leur disposition le renseignement qui reste l'outil important dans les luttes interarmées. Vous savez que le maréchal Idriss Déby qui est tombé sur le champ de bataille, c'était le renseignement qui avait, n'est-ce pas, agi. On a mis, n'est-ce pas, en action le renseignement et on a localisé le président avant de le frapper. Donc, à partir de ce moment, le ministre russe est en train de démontrer que tout ce qui s'opère aujourd'hui en termes d'interaction, en termes de partenariat, en termes de diplomatie entre les pays occidentaux et les pays africains ne peut pas être pris sous le prisme de la sincérité. Et je suis d'autant plus content parce que la première thématique est davantage liée avec cette seconde thématique. Comme pour dire que ce rapprochement, cette main basse que le Nigeria vient de faire aujourd'hui envers son vis-à-vis Burkina Faso et, n'est-ce pas, de manière élargie, l'AES, ne doit pas perdre de vue le fait qu'ils doivent rester prudents. C'est exactement ce que le vice-premier ministre russe est en train de dire, que les pays occidentaux sont en train de travailler pour que la construction et la dynamique révolutionnaire qui ont été amorcées par les États de l'AES et qui portent les fruits jusqu'à présent est en train de faire l'objet, n'est-ce pas, d'une compromission de la part des puissances occidentales. Ils réfléchissent jour et nuit comment torpiller et briser cette dynamique. C'est leur champ de bataille. Ils mobilisent les laboratoires. Ils mobilisent, n'est-ce pas, les sciences aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Comment faire pour briser cette dynamique? Et vous savez que si on était encore dans un contexte, par exemple, de 1960, 1965 ou bien encore dans un passé récent, il y a longtemps qu'on aurait zigouillé ces trois chefs d'État à la tête de ces États-là à travers les processus des coups d'État. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne serait plus en train de parler d'eux, on ne serait plus en train de parler, n'est-ce pas, de ces personnalités-là. Peut-être dans le passé. Donc aujourd'hui, si cela n'est pas possible, c'est justement parce qu'il y a une sorte de construction de rapport de force qui fait en sorte que sur le terrain, ces puissances occidentales belliqueuses n'ont plus la contrôlabilité de la géopolitique mondiale. C'est de ça qu'il est question. Donc la sortie du vice-premier ministre russe est une interpellation, n'est-ce pas, qui est lancée aux États africains pour qu'ils comprennent que le fait de collaborer ou alors le fait pour les puissances occidentales de vous miroiter un certain nombre d'éléments dans la diplomatie et dans le partenariat ne doit pas vous montrer qu'ils sont sincères ou alors vous ne doit pas faire comme s'ils sont avec vous. Il s'agit tout simplement des mécanismes de rapprochement, des mécanismes de déstabilisation. Donc, c'est un appel à la prise de conscience de la part des États africains qui doivent rester davantage éveillés et qui doivent intégrer que les puissances occidentales ne sont pas leurs amis. C'est vrai, nous sommes dans les relations internationales. Même la Russie n'est pas forcément l'ami ou l'ennemi du continent africain, c'est les intérêts qui comptent, mais l'Afrique doit comprendre que les puissances occidentales n'ont aucun intérêt que le terrorisme disparaisse en Afrique. Parce que c'est leur carburant, c'est leur leitmotiv, c'est leur moteur qui nourrit, n'est-ce pas, leur économie. Donc, restons éveillés et intégrons la réalité selon laquelle c'est à nous que revient la responsabilité de nous défendre
et d'éradiquer ce terrorisme-là. Oui. Et cette éradication-là passe par la construction de ce que j'appelle dans mes travaux l'indice de puissance. Et cet indice de puissance ne peut pas être construit isolément. Il faut se mettre ensemble, il faut former les confédérations à l'image des États de l'AOS. Nous ouvrons le standard. Les téléspectateurs ont donc la possibilité de pouvoir également commenter l'actualité, les sujets d'actualité de ce soir à nos côtés, aux côtés bien évidemment de tous les invités. Nabaloum Abdoulaye, André Christelle Fanga, le docteur Sango sur le plateau, peut-être avant de prendre le premier. Nabaloum, entre influence russe et accusations de déstabilisation apportée notamment par la Fédération de Russie contre ces puissances occidentales, on a bien envie de vous poser cette question. Le continent, de façon générale, et l'AES en particulier, sont-ils devenus aujourd'hui le terrain d'une guerre froide par procuration entre l'Est et l'Ouest? Alors, je dirais que c'est une réalité dans les faits. On peut effectivement égrener les faits. Oui. Les premiers faits, c'est déjà l'implication de Kiev, notamment à travers les attaques qui se sont déroulées au Mali. On a aussi vu les déclarations du côté de Dakar, où l'ambassadeur ukrainien avait tenu des propos face à cette situation. Ça, ce sont les premiers éléments. Et les autres éléments qu'on peut ajouter à ça, c'est effectivement la mobilisation forte en termes d'équipement militaire, d'hommes et d'armement tout le long du golfe de Guinée. Et aussi la Mauritanie, vous êtes sans ignorer que la Mauritanie est devenue véritablement une porte d'entrée de déstabilisation massive du Mali. Et les faits, les attaques récurrentes en témoignent effectivement de cette réalité-là. Donc au-delà de la Mauritanie, vous avez suivi du côté de la Guinée où il y a des bases. Il a fallu que les gens dénoncent pour que effectivement les autorités commencent à remuer un peu la tête. Du côté de la Côte d'Ivoire, vous voyez très bien que au-delà même des forces françaises, ce sont les forces américaines qui chaque jour renforcent leur position au niveau de la Côte d'Ivoire. Et les récents éléments que nous avons, c'est effectivement l'accord militaire que la Côte d'Ivoire veut signer avec les États-Unis pour avoir une position avancée pour surveiller notamment la frontière du Mali et puis du Burkina Faso. Donc, quand on regarde effectivement leur position depuis Niamey, où ils avaient une base de drones assez importante, ils n'ont pas pu aider le Niger face à l'hydre terroriste, et qu'aujourd'hui, c'est un accord avec la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire trouve que c'est un pain béni. Vous voyez qu'il n'y a pas un meilleur signe de déstabilisation possible que nous pouvons interpréter de cette situation. Lorsque vous prenez du côté du Bénin, c'est une réalité évidente. Vous avez la force française qui est là et qui, à visage découvert, dit clairement qu'elle est vraiment impliquée, elle est présente et elle a ses bases qui sont frontalières, le nord du Bénin qui sont frontaliers avec le Burkina Faso. Ce sont des éléments clairs qu'il y a une volonté farouche de déstabilisation. Du côté du Nigeria, les doyens l'ont dit ici, donc Christelle Fanga l'a dit clairement, les militaires américains qui sont venus renforcer davantage la position du côté du Nigeria, quel est l'intérêt qui fait que effectivement toutes ces forces de défense, toute cette mobilisation en termes de militaires, en termes d'équipement d'armes, se mobilise autour des pays de l'AES, des pays du Golfe de Guinée. Pourquoi est-ce que, malgré cette forte présence de militaires d'armement, le Bénin connaît toujours des attaques terroristes, la Côte d'Ivoire connaît toujours des attaques terroristes? Pourquoi est-ce que ça continue? Donc, vous voyez que nous, pays de l'AES, nous sommes très regardants sur les petits mouvements et les grands mouvements qui s'y passent, et on y accorde avec la grande attention. Alors, quand on regarde aussi du côté... Bon, je vais partir maintenant du côté de l'AES pour, au-delà de la souveraineté... En une minute, Nabaloum, en une minute.
D'accord, je voudrais dire que cette mobilisation de déstabilisation, au-delà du terrorisme, c'est vraiment le maintenir, non seulement maintenir les pays africains sous la domination, mais c'est aussi vouloir freiner la dynamique engagée par ces trois présidents qui aujourd'hui portent des fruits réels, montrent avec preuve que effectivement les Africains peuvent se battre de par eux-mêmes pour s'en sortir et les Africains de par eux-mêmes peuvent construire le développement. Et si vous regardez les 3 dernières années en termes de développement, ce que ces 3 pays ont pu réaliser, malgré les temps d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ces pays n'ont pas connu ces niveaux de réalisation. Donc, vous voyez que cette jalousie, pas cette jalousie, c'est cette action forte menée par ces dirigeants et ces peuples-là que ces Occidentaux ne veulent pas que les autres pays africains, les autres peuples africains comprennent que l'exploitation de nos ressources, de nos matières premières, c'est une clé importante pour nous permettre de nous sortir de cette domination et c'est la voie qu'il faut suivre. Donc cette leçon que ces 3 grands leaders sont en train de donner dérange l'Occident parce que cela va véritablement freiner d'un coup, je dirais, ça va freiner d'un coup l'élan d'exploitation, l'élan de pillage organisé par ce monde impérialiste. Voilà. Merci à vous. Alors, nous allons accorder 2 minutes de temps de parole à tous nos téléspectateurs, du moins ceux qui souhaitent intervenir ce soir. Monsieur Ali, vous êtes le premier à réagir. Vous avez 2 minutes. Top chrono, c'est parti. Bonsoir à vous, monsieur Ali, et bienvenue. Bonsoir à vous, monsieur, et merci pour l'occasion que vous nous permettez effectivement de nous exprimer. 2 minutes, c'est juste, mais bon, ça va, on fera avec. Machallah. Donc, effectivement, par rapport à les problèmes qui concernent le Nigeria ainsi que le Burkina Faso par rapport aux militaires et cet avion-là, et que le Nigeria décide effectivement c'est une bonne chose, mais c'est une bonne chose qui ne doit pas nous distraire. Là, ils ont décidé effectivement de poser plus de problèmes à l'AES. Nous savons ce que Tinubu est capable de faire, nous l'avons vu. La première fois, il avait voulu attaquer son voisin le plus direct qui est le Niger. Donc, la vigilance doit être encore. Mais nous sommes des Africains, nous pouvons effectivement accepter certaines excuses jusqu'à un certain niveau. Mais n'empêche que les choses doivent aller vraiment. Ça vient venir faire. Il faut bien que le peuple le sache. Et c'est Assimi Goïta qui décide, nous pensons, parce que le président de l'AES, donc Ibrahim Traoré peut le recevoir, mais ils sont appelés à faire des détours aussi au niveau du président de l'AES, qui est Assimi Goïta, son excellence. Nous savons que Ibrahim Traoré ne décidera rien ensemble. Donc, s'ils ont des voyages à faire encore, ils se rendent aux côtés du Mali, parce que c'est le Mali qui décidera de donner ce qui va se faire. Bon, ça, c'est une autre chose. Donc, par rapport, effectivement, de Russes qui déclare effectivement que l'Europe cherche effectivement à déstabiliser l'AES. Nous le savons, mais ce que nous demandons à nos excellences, c'est de fermer Canal Plus au Niger, au Mali, ainsi que le Burkina. C'est-à-dire que la communication sous le réseau aussi doit être contrôlée effectivement par nos nations, parce que c'est du n'importe quoi qui se passe effectivement. On devait déjà trouver une alternative par rapport à Canal Plus. Cette réseau nous enseigne rien que du mal. Les jeunes n'apprennent rien. Merci, M. Ali. Merci. Merci à vous, Monsieur Ali. 2 minutes, on va essayer bien sûr d'aller vite au standard compte tenu, bien évidemment, de cette contrainte de temps, je le disais. Monsieur Peter, vous avez également 2 minutes de temps de parole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Nguéné. Bonsoir à Dr Sango et aux téléspectateurs. Je vais donner mon point de vue sur ce qui est en train de se passer actuellement. L'Occident collectif est en pleine déroute après ce que M. Donald Trump a donné comme sentence. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisqu'ils sont dans un esprit de battre en guerre, il faut absolument attaquer la Russie
à cause de cette haine viscérale qu'ils ont à travers cette nation forte. Aujourd'hui, cet Occident collectif, comme je l'ai dit, en particulier l'Europe, est complètement à plat, tant sur le plan économique, tant sur le plan géopolitique et aussi sur le plan diplomatique, et en particulier la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut jeter tout le dévolu sur le laboratoire même de la libération de l'Afrique qu'on appelle l'AES. Voilà pourquoi vous avez vu toutes ces agitations, ça et là, de la part de l'Europe, en parlant de l'Union européenne et surtout de l'OTAN. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? C'est de mettre le paquet pour pouvoir déstabiliser et empêcher surtout la création et l'émission de cette nouvelle monnaie que l'AES peut mettre en place. Alors, M. Nguéné, nous sommes dans un combat géopolitique. D'une part, en Europe, où l'Occident collectif a perdu la guerre parce que même les Américains, les experts américains comme Larry Johnson, comme les Scott Ritter, comme les Douglas Mac l'ont confirmé. Alors, comme ils sont dans un ego démesuré et en même temps dans une forme de frustration, il faut à tout prix frapper le coup pour faire mal à la Chine et à la Russie. Nous avons vu récemment que M. Macron est allé se promener en Chine. On l'a juste amené sur des tatamis pour regarder des combats de kung-fu et il est revenu à Paris parce que rien n'a été dit, rien n'a été décidé. Il ne peut rien décider aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il doit venir concentrer toute son énergie sur l'Afrique. Et c'est pourquoi, aujourd'hui où je vous parle, tous les groupes djihadistes, terroristes, que ce soit ceux du Soudan, que ce soit ceux qui sont déportés sur les frontières du Niger, sur les bases militaires du Bénin, de la Côte d'Ivoire, sont en alerte maximale. Parce que la date de la création de l'émission de cette nouvelle monnaie va être un couac pour l'Union européenne et pour la monnaie euro. Parce que si le franc CFA prend un coup, je vous le dis, c'est l'euro qui va flancher parce qu'elle est adossée sur cette monnaie. Deuxième chose, je vais revenir sur le problème de la visite du diplomate. Sur la visite du diplomate nigérian, je dis que la diplomatie hypocrite, on la voit un peu partout, elle a été copiée, collée et elle a été émise par le gouvernement du Nigeria. Mais en réalité, il y a un gros scandale qui a été, comme on dit, sorti, dans lequel ce fameux avion qui a été intercepté n'était autre qu'un avion français qui avait le drapeau nigérian, qui était repeint afin de collecter des informations, voir les points stratégiques, capter les communications et procéder à une attaque qui était prévue pour ce mois de décembre. Donc, le soi-disant pardon qui a été demandé par ce diplomate, c'est juste un leurre, mais en réalité, c'est la France qui vient demander comment faire pour récupérer cet avion. Donc, vous voyez, M. Nguéné, nous sommes dans une guerre, comme a dit le président Ibrahim Traoré. Il faut que nous restons vigilants et que nous nous armons avec ce que nous avons comme arme, c'est-à-dire la communication, pour essayer de faire prendre conscience à la jeunesse africaine du combat que nous menons, que vous, M. Nguéné menez, que vos invités également mènent. Je m'arrête ici. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Bye. à vous, M. Peter. M. Aladi, vous appelez depuis le Togo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, M. Aladi. Bonsoir et bienvenue. Oui. Bonsoir aussi à tous les techniciens qui sont en train de jouer vraiment un rôle pertinent à travers toute l'Afrique et à travers le monde entier. Monsieur Nguéné, sans vous mentir, sachez qu'aujourd'hui, tous les amalgames qui sont en train de se passer aujourd'hui, c'est sur le dos de tous les Africains, sans exception, y compris même les valets locaux. Je vous assure que ce qui se passe actuellement, rapidement, pour attaquer en même temps le sujet sur la négociation du Nigeria par rapport aux 11 mercenaires qui ont été envoyés. Sachez qu'aujourd'hui, ce que nous voulons est que la vérité soit dite et que tout ce qu'il y a eu comme preuve, que cela soit dévoilé pour mettre vraiment à dos la CEDEAO et l'avion qui a été transformé en avion nigérien. Or, tout le monde sait que c'est un avion français et que toutes les preuves soient dévoilées et que la honte soit vraiment mise au point et pour que cela cesse. Parce que, sans vous mentir, sachez que les 49 mercenaires ont
volonté de les délaisser. C'est ce qui permet encore à ces gens de personnes-là de continuer encore leur guerre. Sachez qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'a pas encore laissé, il n'a pas mis à balle à terre pour dire que cette guerre est finie. Et ça continue toujours. Comment la mise en place de cette monnaie de l'AES de faire trembler toute l'Afrique et faire trembler aussi l'Occident. Vous voyez? Donc il n'est pas facile. Donc nous demandons vraiment à nos dirigeants de l'AES, qui sont aujourd'hui la plus nette des yeux des Africains, de mettre vraiment cette sécurité à haut niveau. Nous remercions vraiment les armements qui sont achetés encore par maximal, comme le président Traoré le dit chaque jour. Merci beaucoup. Je vous remercie. Passez une agréable journée. Monsieur Aladji, depuis le Togo. Monsieur Aladji, depuis le Togo. C'est donc que nous disons merci pour votre contribution. Nous restons au standard et nous prenons le prochain appelant. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. On vous appelle comment? Merci. Bonsoir au plateau. Bonsoir au plateau. Je vais être bref. Mes chers amis, le problème, vous savez qu'on est en train de mettre à nu la France. Et la France ne va jamais laisser. Donc, nous devons faire très attention. Tout citoyen africain doit être un espion. Surtout les pays de l'AE. Ils doivent s'assurer, quand il y a une information, ils doivent véhiculer directement aux autorités. Parce que la France ne peut pas vivre sans l'Afrique. Et elle est bien confiante. Je remercie le docteur Sango pour ces explications. Et les Africains, nous devons bien comprendre. Nous devons bien comprendre l'enjeu qui est en train de se passer. Vous comprenez? Parce que la France est en train d'être mise à nu, elle ne peut pas laquer. Parce que cette lâche, elle est morte complètement. Voilà ma participation. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à vous. Merci pour votre contribution au standard ce soir, dans le cadre bien sûr de cette émission du Point sur l'actualité. Nous sommes aux côtés bien évidemment de trois invités, André Kistelfanga, Dr Sango et Nabaloum Abdoulaye depuis le Burkina Faso. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Abdoulaye depuis le Burkina. Allô? Oui, bonsoir monsieur, on vous appelle comment? Ok, bonsoir monsieur Nguéné, c'est Eric, j'appelle depuis la diaspora, je vous remercie, salut Dr Songo, salut monsieur Fanga. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour le continent. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est la déclaration officielle de la France. Je savais qu'avant, on venait déstabiliser, on venait faire des coups d'État avec Bob Denard. Mais qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et que la France déclare officiellement en écoutant Peter, si réellement cet avion est un avion français, ce serait étonnant que nous réagissions parce que nous sommes au 21e siècle, la France ne peut pas venir s'ingérer dans les affaires africaines. C'est ce qui est humiliant. Et je me dis, jusqu'à présent, on ne sait même pas combien de personnes est mort au Bénin. On ne sait même pas. Moi, je me demande, parce qu'ils sont partis bombarder, la France a donné des ordres, et le Nigeria est parti bombarder la population. Je ne sais pas si c'est la population ou un camp militaire. Jusqu'à présent, on ne sait même pas combien de personnes sont mortes. Donc, il serait très urgent qu'on se lève en Afrique et on demande des comptes à la France. Et moi, j'appelle la population européenne. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce que font les dirigeants sur le continent, M. Nguéné. Ils ne peuvent pas dire, nous sommes au 21e siècle, si c'était quand on était dans les années 40, 1940, bon, on ne sait rien. Mais aujourd'hui, on a les médias. Donc, il faudrait que la France nous rende des comptes. Pourquoi, actuellement, ils sont là pour déstabiliser le continent. Et on ne peut pas accepter cela. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et pour l'appui que vous nous donnez sur le continent. Merci et à plus. Eric, merci à vous pour votre contribution également. Vous jouez votre partition dans ce combat. Merci. Nous prenons les derniers appelants avant de revenir sur le plateau, conclure l'émission. Allô, bonsoir. Merci, call center, merci.
Monsieur Basson. Je vous salue, Monsieur Baudelaire Guénin. Je salue tout votre panel. Docteur Sango, Kessel Fanga et Nabalou Kessurzoum. Alors, ici, le Nigeria, son rôle ici, c'est d'aider la CEDEAO à se doter d'une monnaie forte et une monnaie unique. La deuxième chose, c'est d'aider la CEDEAO à s'industrialiser. La troisième chose, lutter efficacement contre le terrorisme. Voilà le rôle que ce grand pays devrait jouer en Afrique. Les avions espions nigérians au-dessus de l'AES, c'est une honte. Ce n'est pas le rôle du Nigeria. Ce n'est pas là où on l'attend. Toujours incapable, ce grand pays, de jouer ce rôle en Afrique. Faire ce qu'il fait entre Africains, ce qu'il fait là, c'est condamnable. Maintenant, en ce qui concerne M. Nguené, vous savez, dans le monde, on appelle des guerres, il y a toujours eu dialogue. Moi, le fait ici que le Nigeria présente ses excuses au peuple burkinabé, ce geste-là est salutaire. Il faut toujours dialoguer. Mais son rôle primordial ici, c'est d'aider les pays africains à avoir leur propre monnaie, à s'industrialiser, à lutter efficacement contre le terrorisme. Mais ce dernier ne le fait pas. Et encore, une fois de plus, le Nigeria nous déçoit beaucoup. Tinubu, lors de son voyage à Paris, qu'est-ce qu'il a promis à Macron? Il a promis à Macron d'ouvrir une école militaire française au Nigeria. Donc, ce pays n'arrête pas de nous décevoir. Donc, ici, tout simplement, je continue à saluer l'acte qu'ils ont posé en présentant publiquement les excuses, mais on l'attend ailleurs. Excellente soirée, Monsieur Basson. Merci. Monsieur Basson, merci à vous pour votre contribution. Je pense qu'on peut prendre, il y a encore de l'espace pour qu'on prenne 2 téléspectateurs avec le concours de la réalisation. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Du Congo démocratique. Vraiment, merci beaucoup d'avoir me donné cette occasion que je puisse aussi m'expliquer de ce qui se passe entre la CEDEAO et l'AES. C'est longtemps que l'Afrique a cherché comment évoluer sans toutefois mêler les Occidentaux. On n'a pas pu de cela. La CEDEAO a tout fait. Il n'a pas pu arriver au point que l'AES vient d'arriver aujourd'hui. Alors, pourquoi continuer à étouffer les autres? Si c'est vrai que la CEDEAO était pour l'intérêt africain, comme l'AES est en train de travailler, pourquoi pas applaudir celui qui nous a montré quand même le chemin qui nous a mené le clé, qu'on puisse ouvrir cette porte de vivre nous-mêmes sans toutefois l'intervention occidentale bien de grandes puissances appelant, soi-disant grandes puissances. Aujourd'hui, la France est en mesure de faire tout. Leur président a causé un grand échec dans leur économie en pensant qu'il doit combattre la Russie. Il n'a pas tenu. Il cherche par où entrer. Alors c'est par là que nous devons aussi nous tous nous mêler en tant qu'Africains pour conseiller nos dirigeants de ne pas nous trahir cette fois-ci. Nous ne voyons pas le mal de l'AES, mais la CEDEAO. C'est aujourd'hui que la France doit accepter que non, la CEDEAO doit conquérir l'Afrique. Quand ils étaient en bon terme avec Niger, Mali et Burkina, où était la France pour aller contacter la CEDEAO? Alors, ce que nous nous demandons est que si la CEDEAO est sûre que non, il était là pour sauver l'Afrique, il doit encourager l'AES plutôt que devenir ennemi ou bien comme un matériel qu'on utilise pour éliminer l'AES. Et par là, nous demandons tous les Africains de diaspora et partout que nous sommes pour soutenir cette idée de l'AES.
En tout cas, je vous remercie beaucoup. Voilà ma contribution. Depuis la République démocratique du Congo, merci pour votre contribution. Alors, nous sortons avec vous, André Kistel Fanga, les accusations du vice-ministre russe des Affaires étrangères. Simple rhétorique diplomatique ou alors réalité du terrain? Rhétorique diplomatique, oui. Réalité du terrain aussi. Oui. Parce que la guerre, elle est d'abord communicationnelle. Oui. Parce que si un seul instant, vous perdez la bataille médiatique, ça veut dire aussi que vous allez perdre la bataille de terrain. Parce que parfois, et d'ailleurs, lors de votre excellent reportage tout à l'heure par rapport au bilan de l'AES, vous avez vu là où les suspensions d'un média comme France 24. Pourquoi? Parce qu'elle a diffusé de fausses informations. Et je pense que si les pays africains communiquent mal, oui, on va finir par perdre cette bataille, cette guerre. Je pense qu'il est temps que les dirigeants africains, surtout révolutionnaires, prennent du temps et regardent et observent les médias qui les accompagnent dans la logique, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne des Africains sur les vrais sujets. Et vous allez voir qu'on va gagner d'abord en formant davantage, parce que la télé, c'est plus large. Oui. La radio, c'est plus large. Ça permet d'atteindre des millions de personnes. Et l'éducation de masse est d'une importance. Moi, je vais directement aux solutions, parce que j'ai déjà dit l'information, ce que le vice-ministre russe a dit. C'est vrai. Le renseignement, c'est vrai. Oui. Mais maintenant, il faut des solutions concrètes pour que nous puissions nous en sortir de ce marasme, de cette situation chaotique dont nous sommes en train de vivre, de ces projets machiavéliques, n'est-ce pas, de l'Occident impérialiste. Il faut que le peu de moyens que nous avons, nous puissions le mettre dans les vrais combats, dans les vraies batailles. Et la première bataille, elle est médiatique. Nous avons déjà créé, n'est-ce pas, des plateformes qui permettent justement d'irradier le continent africain de la bonne information, de l'information panafricaine. Des enjeux géopolitiques à prendre en compte. D'ailleurs, j'ai suivi la très belle analyse du docteur Sango tout à l'heure. Vous voyez que si on utilise des cerveaux comme le docteur Sango, comme vous-même en tant que journaliste, comme tout le reste, les techniciens et tout le reste là, pour le même combat, alors nous allons atteindre les objectifs. Et donc, ce n'est pas déjà gagné en avance. Oui. Il faut davantage muscler le jeu et c'est ce que l'AES est en train de faire. Et je pense que c'est notre premier bébé. Véritable. C'est notre premier, n'est-ce pas, combat gagné et qu'on peut brandir le trophée, nous, panafricanistes, que l'AES, c'est notre produit. Nous avons bataillé et nous avons obtenu un résultat. Et donc, nous allons continuer à batailler pour davantage élargir le champ d'action, n'est-ce pas, panafricain sur d'autres cieux. Que les gens ne pensent pas que le panafricanisme, c'est seulement en accord avec ceux qui font des révolutions ou bien des coups d'État, comme ils aiment l'appeler, n'est-ce pas, trivialement. Non. Merci. Il y a des acteurs politiques, comme le professeur Akans Touadéra, qui va aux élections tout à l'heure, qui, en ce mois de décembre, ça sera dans quelques jours. Voilà. Donc, nous accompagnons des acteurs comme ceux-là pour justement atteindre leurs objectifs politiques parce que nous voyons, n'est-ce pas, les résultats sur le terrain en faisant de bons partenariats. Et donc, nous devons accompagner tous ces véritables leaders africains pour atteindre ces objectifs de panafricanisation de toute l'Afrique. Merci à vous, André Kistel Fanga. Docteur Sango, merci également à vous d'être passé une fois de plus. Nabaloum Abdoulaye, malgré la distance, à chaque fois que vous recevez nos invitations, vous faites le nécessaire pour vous connecter. Nous vous disons une fois de plus merci pour votre disponibilité pour ce jeudi soir. On ne saurait rendre l'antenne sans toutefois remercier également l'équipe technique qui s'est mobilisée autour de Liga pour assurer la production et la réalisation de cette émission du Point sur l'actualité. On se donne rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien.